Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, nouveau menu crowdfunding. Je pense que vous entendez que j'ai la voix un petit peu cassée, mais pour changer, ça ne va pas s'aggraver, ça va s'améliorer. Je suis sur la fin d'une petite extinction de voix, ça devrait aller. Petit changement également derrière moi, c'est que vous voyez que Robo Rescue est rentré chez l'éditeur. Oui, le prototype étant un prototype, ça coûte très très cher les prototypes, c'est en quantité extrêmement limitée, donc j'ai dû le renvoyer à l'éditeur qui en fera meilleur usage, mais du coup je l'ai remplacé par une récente acquisition qui est donc My Little Everdell, donc la version enfant on va dire, à laquelle je ne peux pas encore jouer. Mon fils est encore un poil jeune, mais ça me faisait envie depuis longtemps. Je pense que d'ici 2 ans, on pourra peut-être essayer de le sortir pour voir. En tout cas, c'est toujours aussi joli Everdell, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Voilà, du coup, premier menu crowdfunding du mois de décembre 2025. Vous le savez, le mois de décembre, c'est un peu Waterloo morne pleine en règle générale, si ce n'est peut-être la première semaine où il y a quand même pas mal de projets, vous allez voir, assez intéressants. On est loin des quantités de projets que l'on voit courant octobre par exemple, ou même au courant du printemps notamment. Mais on a quand même quelques projets assez intéressants mine de rien, même si vous verrez que la semaine prochaine, il y a aussi des trucs sympas qui arrivent. Mais tiens d'ailleurs, il y en a un autre que vous entreapercevez aussi un tout petit peu par là, mais bon, pas assez pour savoir de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, on se lance tout de suite dans les habituelles parties de ce menu crowdfunding, à savoir les entrées, les plats, les desserts par ordre croissant, d'intérêt objectivo-subjectif, subjectivo-objectif, mettez ça dans le sens que vous voulez, de la campagne. C'est parti. On commence avec la première campagne de cette semaine, qui est portée par l'éditeur Queen Games, qui, il fut un temps, nous proposait quasiment 1 à 2 campagnes par mois. Je trouve qu'en 2025, ils se sont calmés un petit peu, on a moins de campagnes, et en plus, là, ils nous sortent un truc un petit peu surprenant, puisqu'ils nous proposent des versions cheap, des versions plutôt très abordables de 2 jeux de dextérité, des grands classiques d'ailleurs, à savoir le Carom et le Croquinole. Un Croquinole d'ailleurs, ça fait très longtemps maintenant que je ziote un petit peu les Croquinoles. Il y avait une campagne qui s'est lancée très très récemment, d'ailleurs, qui est un peu la compagnie la plus célèbre, on va dire, pour ce qui est des plateaux de Croquinole, qui fait quasiment une campagne par an, qui m'intriguait pas mal, mais les frais pour le Japon étaient, enfin les frais de port pour le Japon étaient complètement pétés, du coup j'ai pas pu y aller. Mais là, Queen Games, c'est pas un éditeur que j'affectionne particulièrement, la qualité des composants souvent laisse un petit peu à désirer, et il en va de même, quitte à prendre un Croquinole, j'ai envie de dire, autant se prendre un Croquinole un petit peu de luxe, qui pète un petit peu. Là, celui-ci c'est quand même vraiment très cheapos. Pour l'instant, en tout cas, 7 jours avant la fin de la campagne, il y a 125 contributeurs, c'est donc déjà financé, et il y a des règles en français pour les 2 jeux. En même temps, ce sont tous les deux des jeux extrêmement classiques que beaucoup de gens connaissent à minima par leur nom. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le Croquinole et si c'est le cas, ce que vous en pensez. Je pense qu'en France, il y aura moins de personnes l'ayant testé qu'au Canada, parce que je crois que c'est un jeu qui à l'origine vient du Canada. Donc éventuellement nos cousins québécois, si vous avez éventuellement l'expérience au niveau du Croquinole, je serais curieux de voir ce que vous en pensez. 125 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un jeu de boxe. Donc chaussez les gants hein, et accrochez-vous bien. Il y a une bataille qui s'annonce entre Roscoe the Shield Arbuckle et Archie the Rock Brenton. Bon, c'est un print and play, hein, donc 3 €, vous l'aurez imaginé assez rapidement. Il vous faudra donc imprimer un petit peu de matos, sortir vos dés, un crayon, et vous êtes parti. Ceci étant dit, vous le voyez, il y a de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien, mais il n'y a pas de français. Je prends ça un petit peu comme un crachat au visage de toute la francophonie. Hein, quand tu as de l'espagnol et de l'italien, tu fais le petit effort extra pour faire du français quand même, faut pas exagérer. Quoi qu'il en soit, c'est un petit print and play qui pour l'instant a déjà rameuté 110 amateurs de ce sport de gentleman, 14 jours avant la fin de la campagne. Le projet est donc largement financé de façon c'est du PNP, ça finance instantanément et automatiquement. Voilà, pour le reste, c'est du print and play, vous jetez des dés, vous cochez des cases selon une stratégie que vous allez élaborer au fur et à mesure, en espérant que tout se passe pour le mieux, parce que forcément il y aura toujours ce petit facteur chance. Ça a un petit côté rétro qui est pas dénué d'intérêt, qui n'est pas dénué de charme, on va plutôt dire. Il y a déjà plusieurs combattants qui sont débloqués, donc ne croyez pas que ce sont les 2 seuls qu'on a aperçus tout à l'heure, qui seront les 2 seuls combattants de ce jeu. J'aurais tendance à penser qu'il y aura un petit peu d'asymétrie, mais j'ai pas fouillé plus que ça.
Est-ce que ce sont de... Bon, je pense pas que ce soit de vrais combattants. Je pense qu'en général, il s'agit peut-être plus d'IA qu'autre chose, à mon avis. J'ai pas checké. Alors, moi, il y a tout un paragraphe sur l'utilisation de l'IA. J'ai pas envie de checker, ça va prendre trop de temps. Mais je pense qu'il y a plutôt de l'IA, parce que là, on a vu un personnage, voilà, Leonard Phoenix Rinaldi, qui est plutôt un nom de famille italien et qui ressemble à un japonais. Bon, ça sent un petit peu l'IA quand même. Bon, ils auraient quand même pu donner un nom crédible avec le visage du joueur, mais bon, que voulez-vous. Voilà, c'est tout pour Clinch Microboxing Print and Play, 110 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec une nouvelle extension de Hidden Ark. Je me demande si c'est pas la deuxième ou la troisième extension déjà pour ce petit projet suédois qui de base n'avait pas fait du gros résultat lors de sa campagne d'origine. Là on avait donc Deep Sea Expedition qui était déjà, je crois, la première extension. Voilà, ici, Hidden Ark 2023, donc ça fait déjà 2 ans et demi. Plus ensuite Deep Sea Expedition qui était la première extension, suivie donc par celle que l'on s'apprête à couvrir. Alors pour rappel, la première campagne, donc c'était ici, Hidden Ark, avait fait 200 contributeurs, un tout petit peu moins. L'extension 144, ça baisse, et la nouvelle extension actuellement est à 50, ça baisse. Mais bon, ils persistent et ils signent, ils veulent mettre une deuxième extension. Au bout d'un moment, les chiffres sont là, il faut quand même leur accorder une certaine importance malgré tout. Le projet est financé, certes, mais bon, 18 jours avant la fin de la campagne, ça sent un petit peu le bide. On plonge dans des profondeurs insoupçonnées, et en même temps, c'est thématique, on parle de flotte, d'océan et de poiscaille. Et donc, bon, je ne vais pas revenir sur Hidden Ark, il n'y a pas de H à Ark. C'est un jeu dans lequel vous allez sauver des petits poissons. Hein. Ça va mélanger pas mal de petits mécanismes de ci de là, tels que du engine building, de la gestion de ressources, de la sélection d'actions, du set collection, et même de la planification de logistique, de transport, de fret, on va dire. C'est un jeu qui m'attire pas du tout, parce que les poiscailles, j'en ai rien à taper, si c'était pour les bouffer éventuellement, en plus que j'habite au Japon, mais non, c'est un jeu qui m'attire pas, visuellement déjà ça m'attire pas, vraiment les poissons c'est pas une thématique qui m'attire, c'est pour ça aussi dire que Fishspan, bon, ça, déjà que Wingspan je suis pas très fan, mais alors là Fishspan vraiment c'est pas du tout mon truc thématiquement, ceci étant dit, le matos c'est pas vilain, bon, visuellement c'est pas très joli non plus, mais les composants sont plutôt satisfaisants, on va dire, ça fait le job. Les poissons ont l'air d'être plutôt très bien illustrés aussi, donc là encore une fois ça fait le job, mais pour le reste, je saurais pas trop quoi vous dire, j'étais tellement peu motivé par la campagne que j'ai pas parcouru suffisamment en détail, mais bien sûr chaque petite extension, la précédente qui était donc, c'était quoi déjà, je l'ai perdu, c'est pas grave, ajoutait déjà son petit lot de mécanismes supplémentaires, et il en va de même avec Wild Oceans bien évidemment. Juste rapidement pour les lignes de pledge, c'est 7€ seulement pour l'extension Wild Ocean, c'est une toute petite extension vraisemblablement. Ensuite, on a le pledge Scientist, pardon pour l'atout, 47€ pour le jeu de base plus l'extension Wild Oceans. Le pledge Specialist à 75€ qui va ajouter un petit peu de deluxification ainsi que l'extension précédente qui est donc Deep Sea Expedition. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire pour ce qui est de Hidden Ark. Vous me direz si vous faites partie des quelques backers qui avaient potentiellement joué au jeu d'origine à minima, ce que vous en avez pensé, mais j'avoue que moi, la thématique me laisse froid. Autre jeu qui me laisse froid et que je place donc dans les entrées de la semaine alors que le score est plutôt très bon, on parle ici de 1800 contributeurs pour Mystery Science Theater 3000 The Game. Alors généralement quand vous avez 2 points, The Game, ça veut dire que ça vient de quelque chose d'autre. Ça peut être souvent un jeu vidéo, une série télé, un film ou que sais-je encore. Là pour le coup, j'en ai absolument aucune idée. Je crois que ça vient d'un film, mais j'ai absolument pas la ref, comme disent les jeunes. Et oui, j'en suis arrivé à un âge où on dit comme disent les jeunes. D'autant plus que moi je suis pas au contact des jeunes en France, puisque je suis à 10 000 km, donc j'ai absolument aucune idée de comment ils parlent, si ce n'est du peu que je peux en voir sur internet. Mais ça n'a aucun intérêt dans la vidéo que je suis en train de faire. Mais j'imagine que ce segment sera pas forcément très visionné, parce que c'est un jeu qui va pas intéresser grand monde. Je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir la référence d'ailleurs sur Mystery Science. J'imagine en tout cas. Mais oui, c'est un jeu d'ambiance, donc raison supplémentaire de le placer dans les entrées de la semaine. Les entrées de la semaine, pardon, comment dirais-je, les jeux d'ambiance, c'est généralement pas quelque chose
qui marche très très fort sur Kickstarter et pas quelque chose qui intéresse beaucoup les backers de Kickstarter qui sont plutôt avides de jeux plutôt initiés, experts. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt une belle exception. 1800 backers, après 3-4 jours de campagne et déjà 215 000 € d'engrangés, c'est tout sauf ridicule. Mais bon, comme je ne suis pas du tout au fait de la référence dont le jeu qui est à l'origine du jeu, ou dont le jeu s'inspire à minima, je suis vraiment pas le public cible du tout. Mais clairement, là on est sur un jeu qui s'inspire de nombreux films, un petit peu de ce film série Z, on va dire, et on va devoir essayer de jouer à partir de là en attribuant certaines cartes de texte, on va dire, pour juger ensuite de pas de leur véracité, mais de leur intérêt vis-à-vis de l'illustration du film qui est proposé à l'origine. J'ai pas suivi plus que ça les règles, parce qu'encore une fois, jeu d'ambiance, référence que je n'ai pas, forcément ça m'attire assez peu. Mais si vous connaissez l'œuvre qui est à l'origine de ce nouveau jeu, bah vous me le direz éventuellement en commentaire. Là on voit une image de Santa Claus Conquers the Martians, ça sent bien le titre de série Z ça d'ailleurs, et il y a plein de petites références de films un petit peu série Z comme ça, un petit peu partout disséminés pendant dans la campagne. On voit ici d'autres jeux, enfin d'autres films pardon, qui eux aussi ont trouvé leur place dans ce jeu. Pour ce qui est des récompenses, enfin des rewards on va dire, Cambot, donc le pledge de base est à 50$, à 85 on va pouvoir aussi bénéficier d'une petite extension bonus features, ainsi qu'une sorte de marqueur premier joueur peut-être, Metal Mass Token, bon à quoi il sert je ne sais pas, et puis un playmat en néoprène. Là pour le coup c'est vraiment pas un jeu qui s'y prête tellement, mais pourquoi pas. Sinon on a même un pledge à 180, le Tom Servo, qui vient ajouter pas mal de choses supplémentaires, notamment le Moon Logo Token Holder, que l'on voit ici à l'effigie un petit peu de cette planète que l'on voit sur le plateau central, enfin sur la boîte même du jeu. Voilà donc pour ce qui est de Mystery Science Theater 3000, The Game, j'ai absolument pas le ref, mais je serais très curieux que vous me disiez en commentaire si vous l'avez. 1800 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne. J'ai l'impression que la mode des bubble tea est un peu passée, à minima au Japon. Ça a duré 1 ou 2 ans grand max il y a 4-5 ans, mais pourtant la thématique refait surface, telles les bulles des petits bubble tea, avec un nouveau jeu qui s'appelle Boba Mahjong. Alors thématiquement c'est du bubble tea, mécaniquement ça se veut être du mahjong. Difficile de faire la jonction entre les deux, et pourtant c'est la mission que s'est fixée Tate Wu, un créateur qui nous vient de Los Angeles, mais d'origine bien sûr taïwanais. Et donc avec 122 contributeurs, le projet est d'ores et déjà financé, pas de beaucoup, mais quand même, 19 jours avant la fin de la campagne. Pour ceux qui n'auraient jamais joué au Mahjong, c'est ce jeu traditionnel chinois, mais qui a pas une variante, mais des règles légèrement différentes au Japon et j'imagine aussi dans d'autres pays asiatiques. C'est très très loin de ce que peut être le Mahjong sur les applis de jeu, où en fait on vous demande juste de combiner 2 pièces identiques pour les faire disparaître. Ça c'est pas du Mahjong, ça utilise des pièces de Mahjong, mais c'est pas du Mahjong. Le Mahjong c'est fun, le Mahjong c'est bien, mais le Mahjong c'est aussi un jeu d'argent, vous pouvez y jouer sans argent, mais c'est théoriquement plutôt un jeu d'argent. Et du coup, les jeux d'argent au Japon sont interdits. Mais il y a des salons un petit peu clandestins, on va dire. Ça existe. Bon, j'y suis jamais allé, mais je sais que ça existe. Quoi qu'il en soit, Boba Mahjong Ground Day, on va vous proposer donc de jouer au Mahjong, mais avec des cartes et avec du bubble tea. C'est absolument mignonissime. Oui, je crée des mots, je crée des concepts. Quoi qu'il en soit, la campagne vous permet aussi de mettre la main sur Boba Mahjong premier du nom. Donc c'est un tout petit jeu familial pour 2 joueurs, 10 ans et plus. Et cette nouvelle campagne, elle est aussi et principalement là pour mettre en avant Boba Mahjong Grande Day, qui est donc une nouvelle mouture de Boba Mahjong pour cette fois-ci 2 à 4 joueurs et non plus 2 joueurs exclusivement, mais toujours avec un set de règles exclusivement, excessivement simple, pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est essentiellement du set collection. On va essayer de faire différentes combinaisons de cartes et de couleurs pour scorer plus ou moins de points, un petit peu à la façon donc du Mahjong, qui fondamentalement est effectivement un jeu de set collection et de draft, on va dire, si on peut résumer comme ça, qui a une certaine profondeur stratégique, même s'il y a aussi un petit peu un facteur aléatoire, mais bon, les vrais joueurs vous diront que non apparemment, mais je suis pas un très bon joueur de Mahjong. Quoi qu'il en soit, les pledges sont pas très chers, hein, si mes souvenirs sont bons, j'essaie de vous retrouver ça.
En fait, c'est marqué tout en bas, je crois, de chacun. Boba Mahjong pour 2 joueurs, c'est 12 euros. 12 euros. Boba Mahjong Grande, donc pour aller jusqu'à 4 joueurs, c'est 20 dollars. Donc c'est vraiment très abordable aussi. Le Boba Mahjong Grande All-in qui va acheter 3 petites extensions, lui il sera à 45 dollars. Ça vient ajouter Macaron Cats, Puff Trio et Waffle Sudoku, donc 3 petites extensions que vous pourrez ajouter à votre expérience de Boba Mahjong pour ajouter un petit peu de profondeur de jeu, de rejouabilité potentiellement aussi. Il y a d'autres pledges aussi avec d'autres jeux du même éditeur, mais ça c'est encore un petit peu autre chose, on zappe. D'ailleurs vous aurez un petit peu la description des 3 extensions ici au milieu de la campagne pour vous montrer un petit peu ce de quoi il s'agit. Bien sûr que le Waffle Sudoku, ce sera un mécanisme Sudoku. Pour le reste, j'ai pas vraiment trop approfondi la question, mais sur le principe, des petites extensions pour complexifier un petit peu le jeu lorsqu'on ne joue pas forcément avec des enfants de 5, 6, 7 ans. Alors, même si c'est marqué 10 ans et plus, je pense que c'est plutôt à partir de 6, 7 ans en réalité. C'est juste qu'ils veulent pas faire les tests leur permettant d'écrire 7 ans et plus, par exemple. Ça coûte cher. À mon avis, c'est jouable relativement jeune. Donc les extensions pouvant ajouter un tout petit peu de complexité tout en gardant le côté très très mignon et accessible, ça peut être relativement intéressant pour les joueurs un poil plus expérimentés qui sont juste fans du thème et de la DA hyper mignonne. Ce qui est pas mon cas, mais que vous, bon, il en faut pour tout le monde. 122 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne. Dernière entrée de la semaine, grosse surprise pour moi. Alors, à 2 égards, on va dire. Le premier, c'est que, alors Intel War, même si c'est un primo-éditeur, en l'occurrence Remarkable Games, même si c'est un primo-éditeur, je pensais qu'Intel War ferait mieux. Je l'ai vu popper il y a 3 mois environ dans les campagnes à venir, et je le trouvais très joli, bien qu'assez abstrait pour être tout à fait net, et je lui trouvais pas mal de similitudes avec War Chest, Champ d'honneur en français. Et en plus de ça, il a une très belle DA qui m'a surpris, c'est le second égard vis-à-vis duquel il m'a surpris, c'est que la DA, même si c'est pas forcément mis en avant de manière très évidente, la DA, c'est Mihailo Dmitrievski, autrement dit, c'est The Miko. Et vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps, Xavier et moi-même, on est vraiment pas très très fan de Miko, des illustrations de Miko, on est peut-être même plutôt un peu réfractaire, et pour autant, je trouve Intel War très joli. Donc je suis surpris de trouver un jeu illustré par The Miko très joli. Quoi qu'il en soit, petite déception pour ma part, ça reste un primo-éditeur qui va financer, c'est pas encore tout à fait fait, mais c'est vrai que je pensais que ce serait plus vers les 500 par exemple en fin de première semaine. Là pour l'instant on est à 163 contributeurs, 37 jours avant la fin de cette longue campagne, et 8150 € d'engrangés sur 8600 environ nécessaires pour espérer financer cette campagne. C'est donc un jeu joli d'éditeur assez abstrait qui peut s'apparenter un petit peu à du Champ d'honneur, dans le sens où on va avoir différentes unités, il y aura je crois un petit système de draft, et on va les envoyer guerroyer les unes face aux autres pour prendre possession du trône, parce qu'en fait le roi est cané, et pas que le roi, tous ses descendants directs sont canés aussi, parce qu'il y a une sorte de coup d'état gigantesque, sauf qu'il y a 2 frères jumeaux d'un prince, qui lui est cané pour le coup, qui étaient cachés dans la populace et qui veulent prendre possession justement du pouvoir de manière légitime, sauf qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a plein de faux princes qui veulent aussi prendre possession du trône. Bon, en fait, le lore, on s'en fout un peu, c'est juste un jeu de confrontation pour 2 joueurs, pour 30 à 50 minutes la partie, où on va s'envoyer sur la tronche des coups d'épée, d'arc, de flèches, de je ne sais trop quoi, de haches en tout genre, avec un petit peu d'asymétrie, et puis aussi, contrairement à Champ d'honneur, de l'optimisation de, comment dirais-je, de l'évolution de personnages en cours de partie. Et ça, c'est assez intéressant, un petit twist qui semble vraiment très très cool. Et en plus de ça, le jeu est relativement accessible avec un beau matos, on va le voir d'ailleurs assez rapidement. Alors, donc jeu de stratégie pour 2 joueurs, vous avez un plateau double face, je ne sais pas si ça change drastiquement le gameplay, mais on peut espérer que ce sera le cas. 2 couleurs, bien sûr, les tuiles, enfin les chips d'un peu de poker, quoi, on va dire, sont double face, donc les blancs, les noirs, vous jouez selon votre couleur, mais c'est les mêmes unités, hein, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est un jeu qui est excessivement simple à expliquer, 5 minutes pour l'enseigner, 50 minutes maximum pour une partie, et une infinité de stratégies à explorer, selon l'éditeur en tout cas. On a donc des armées qui sont
customisable, on va dire, avec en plus ce facteur d'évolution de vos unités en cours de partie, et ça c'est particulièrement intéressant. C'est peut-être là aussi que Champ d'honneur était un poil moins intéressant, bien que extrêmement stratégique et extrêmement pointu. Là, l'attrait de ces factions qui vont évoluer, de ces personnages qui vont prendre du galon, on va dire, en cours de partie, il est assez intéressant. On a des composants de belle qualité, on a des acryliques pour les tokens, on a des dés un petit peu pyrogravés, on va dire, et puis tapis de néoprène, en tout cas aussi pour un des pledges, je crois. Donc ouais, plutôt très très cool. Et puis les cartes de personnages, de princes que l'on va incarner avec leurs propres spécificités asymétriques, c'est plutôt très joli, d'autant plus que le lore a l'air d'être assez riche, même si au final très peu important pour ce qui est du gameplay en tant que tel. Le how to play, on va donc drafter, encore une fois champ d'honneur un petit peu, hein, drafter 6 unités chacun. Vous pouvez voir ici qu'il y a des unités de combat rapprochées, mais également de combat à distance avec des arbalétriers, ce genre de choses là. Des unités plus défensives également avec le bouclier que l'on voit ici. Ensuite, chacun à notre tour, on va activer 2 unités chaque tour, et chaque unité sélectionnée va faire 2 actions. Donc ça aussi, c'est relativement intéressant, c'est assez différent pour le coup de Champ d'honneur, même s'il y a quand même toujours ces similarités. Vous allez pouvoir aussi les upgrader, comme j'ai dit tout à l'heure, donc évolution de vos unités en cours de partie. Et l'upgrade de votre personnage va vous fournir des dés différents avec plus de faces, vous proposant des réussites en réalité, tout simplement. Ensuite, la victoire sera décidée si vous réussissez à terrasser le prince adverse ou à terrasser toutes les unités qui sont censées le protéger. Donc en gros, vous le prenez en otage, quoi, en gros. Voilà, pour les 2 conditions de victoire, ça aussi c'est intéressant, ce côté stratégique de est-ce que je mise tout sur le prince adverse, ou est-ce que je détruis toutes ses défenses en le laissant tout seul. C'est intéressant de ce point de vue-là. Vous pouvez d'ores et déjà, j'arrive pas à parler. Vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu sur TTS si vous le souhaitez pour vous faire une première idée. Sachant que le pledge est quand même, encore une fois je l'ai dit, hein, pas très très cher, c'est pas très onéreux, on parle de 40$ ici pour le pledge de base, avec tous les personnages que vous pouvez voir ici. Donc il y a déjà une certaine richesse, une certaine rejouabilité que l'on entrevoit en fonction des différentes combinaisons qu'on va imaginer. Les tokens double face comme j'ai dit tout à l'heure, les dés gravés, les petits cubes, bon ça c'est pas très important, les upgrades de votre personnage qui sont, comment dirais-je, mis en avant par ces petits tokens double face eux aussi. Et puis donc le petit insert plastique pour le rangement qui a l'air d'être simple mais efficace. Ensuite, sachez que pendant le KS, pour la campagne, vous aurez quelques petites exclusivités avec des personnages limités à la campagne Kickstarter qui sont peut-être pas dans les boîtes de commerce si un jour le jeu arrive dans le commerce. Par exemple, le Prince Healer, ou encore le Angel of Steel, ou le Southwood Berserker par exemple. Ensuite, on a un pledge numéro 2 à 60$, donc 20$ de plus, qui va ajouter une petite extension Flag and Arrow, qui va acheter de nouvelles unités, mais également un petit peu de nouveaux mécanismes avec les portes de drapeau, mais également les archers. On avait vu les arbalétrateurs, on voit cette fois-ci les archers. Donc nouvelles unités, encore plus de profondeur de gameplay, et puis aussi des tokens d'exploration de nouvelles actions qui n'existaient pas dans le jeu de base. Ça aussi c'est assez intéressant. Et puis ensuite donc le tapis de néoprène, plutôt que le plateau de base on va dire, double face donc. Et puis un poster illustré par de Miko, avec nos 2 des personnages que l'on voit ici. Effectivement, les épées très très courbées comme ça, c'est un peu un signe distinctif, j'ai l'impression, de Miko. Mais pour le coup, je trouve le jeu assez joli, alors que généralement, j'ai un peu de mal avec ces illustrations. Alors je sais qu'il n'est pas seul sur ce jeu aux illustrations, mais en tout cas, j'aime bien ce à quoi ça ressemble. Voilà, pour le reste, on va passer assez rapidement. On est quand même que sur une entrée, même si j'escomptais moi-même le mettre dans les plats principaux. Ça fait juste en fait le nombre de contributeurs qui m'ont fait le reculer d'un cran, mais je pense malgré tout que Intelleware est un projet super intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, c'est tout pour les entrées de la semaine. On passe maintenant aux plats principaux. Alors lui pour le coup c'est le contraire, c'est-à-dire que moi subjectivement, je l'aurais placé dans les entrées de la semaine, contrairement à Intelleware, mais son nombre de backers m'a fait le placer finalement dans les plats principaux. Il s'agit de 52 Jewels Fight with Playing Cards, et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, puisque Postmark Games, un éditeur anglais qui ne fait que des print and play, mais des print and play généralement assez originaux, assez intéressants,
avait déjà proposé 52 Realms Adventures, un jeu un petit peu dans la même lignée, ou en tout cas c'est le nouveau qui est dans la lignée de 52 Realms en règle générale. J'arrive pas à parler du tout, hein, c'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. En règle générale, en réalité, je fais des mix de mots, des mots valises qui n'ont absolument aucun sens. Bref, à l'époque, on a découvert Voyages avec Xavier, qu'on avait beaucoup aimé, et après, Syndrome Print and Play, il ne ressort plus jamais. On avait aussi beaucoup aimé Waypoints, que j'avais même laminé, que j'avais mis sous plastique pour pouvoir y jouer plus rapide, enfin, plus souvent. Et lui, pour le coup, on y a joué un peu plus. Mais ça fait bien 2 ans, 3 ans qu'on l'a pas sorti malgré tout, à mon avis. Non, pas 3 ans, parce que c'était en 2023. Donc ça fait bien, à mon avis, 1 an et demi qu'on l'a pas sorti. Et c'est un jeu très très cool. De petites promenades, des petites randonnées dans les parcs américains. Il était très très cool en réalité. J'aimerais bien le ressortir maintenant que je revois. Je me dis, j'aimerais bien le ressortir quand même. Ensuite, le reste, je l'avais pas baqué. J'étais moins attiré par Battle Card ou par Koala Rescue Club par exemple, donc non, j'y étais pas allé. La proposition de 52 Realms Adventures, c'était d'utiliser des decks de cartes classiques pour vivre des aventures avec une sorte de plateau que vous aviez imprimé chez vous, pour faire un petit peu dungeon crawl, sur de choses là, et c'était assez intéressant. En réalité, un solo dungeon crawler en 20 minutes avec des cartes, tout ce qui est de plus classique, c'était assez intéressant. Et ils avaient fait tout de même presque 5000 backers. Bon, en même temps, c'est du print and play, ça coûte pas cher, donc le risque est amoindri, mais tout de même. Et du coup, c'est un peu dans cette même veine qu'il nous propose cette fois 52 Duels, Fight with Playing Cards. On est déjà à 1700 backers, 10 000 euros d'engrangés, c'est financé 9 jours avant la fin de la campagne. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas de parcourir des donjons pour vaincre des gros vilains pas beaux à l'intérieur. Non, il s'agit de jouer des duels en 1 contre 1, comme le nom l'indique. C'est jouable en solo comme à 2 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Ça reste assez accessible, 8 ans et plus, même si bon, le texte est assez lourd en anglais, donc forcément c'est toujours un petit peu handicapant pour ceux qui ne sont pas très fans de la langue de Shakespeare. Mais même chose, par contre, on vous propose de rester sur vos decks de cartes classiques, 52 cartes, et en fonction de votre choix au niveau du placement de votre carte, eh bien vous allez pouvoir accomplir différents types d'actions. Un petit peu à la Dice Throne en général. J'ai l'impression que des combinaisons de cartes vont vous permettre d'obtenir plus ou moins des compétences puissantes ou non. Donc c'est assez intéressant encore une fois sur le principe. Le fait de réutiliser des composants extrêmement classiques comme le deck de cartes de base de 52 cartes, mais avec un gameplay radicalement différent à l'arrivée, c'est assez intéressant. Et encore une fois, c'est uniquement du print and play, donc c'est très peu onéreux. Et la proposition semble être assez originale. Donc ouais, j'aurais quand même tendance à vous encourager à aller checker si vous aimez ce type de jeu de duel comme ça, qui pour le coup coûte quasiment rien, qui est doté d'un petit solo mode, le petit solo Nemesis que l'on voit ici. Non, il y a moyen de trouver un assez bon jeu. Peut-être pour Zeugma par exemple, si tu nous regardes. Mais ouais, je suis plutôt curieux parce qu'en général, Postmark Games fait des propositions assez intéressantes, assez originales. J'ai l'impression que c'est encore le cas pour 52 Duels. Pour le pledge, c'est 6 euros. Voilà donc pour ce qui est de 52 Duels, Fight with Playing Cards, 1700 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Bevention, le nouveau projet de Meeple Pug, un éditeur qui nous vient d'où déjà? J'ai oublié, c'était pas de Grèce. Si, c'est ça, de Grèce, et qui nous propose souvent des campagnes assez léchées visuellement, avec des très beaux composants. Ils avaient commencé par un truc avec des inventeurs, Age of Inventors, quelque chose comme ça, je crois, qui était lui pour le coup un peu moins joli, mais depuis ils ont sorti Dark Blood, qui est très beau. Alors c'est très sombre, hein, thématiquement c'est vraiment un jeu morbide on va dire, mais il était très classe malgré tout. Il avait fait un très beau résultat avec près de 3000 backers. Ensuite ils avaient sorti Mesopotamia avec 2300 backers, qui était plutôt cool aussi. Et là on reste dans une lignée un petit peu similaire, hein. On parle de la Mésopotamie pour aller cette fois-ci à Byzance, à l'époque de Justinien. Mais on reste sur un jeu très orienté histoire, on va dire. On va vous proposer de refaire l'histoire de l'Empire byzantin de l'époque. On est sur un jeu compétitif qui va mélanger du tableau building, du contrôle de territoire, des factions fortement asymétriques, des alliances qui vont aussi mener à des trahisons sûres et certaines. C'est un jeu assez intéressant sur le papier, qui vous propose des parties de... Alors c'était combien de temps déjà 30 minutes par joueur autour de la table, donc potentiellement, on va dire 60 à 120 minutes en gros, pour 1 à 4 joueurs, et oui, le français sera présent.
pas en version éditée par un éditeur français, mais juste Team PDF, on va dire, donc fan-made, mais validé par la communauté, en gros, c'est un peu ce genre de choses-là qu'on nous propose ici. Et donc, Byzantium, il y a un petit truc à dire assez rapidement, c'est que après 24, 30, 36 heures de campagne, ils avaient pour 9000 abonnés à la page de campagne, 6600 backers. Vous voyez que là, ils n'en ont plus que 1284. Alors que s'est-il passé? Il semblerait qu'il y ait eu un bug sur GameFound. J'ai partagé ça avec Nix, on en a discuté un petit peu. Apparemment, il a reçu une réponse de GameFound disant qu'effectivement, ce serait plutôt un bug. Mais c'est vrai qu'en l'espace de quelques heures, ils sont passés de 6600 backers à 1250. Moi, de prime abord, quand j'ai vu ça et que je l'ai partagé à Nix, c'était pas encore redescendu à 1280. Moi, j'étais plutôt en train de me dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas acheté des bots pour faire des pledges à 1$? Parce qu'ils n'avaient pas plus d'argent que maintenant. Ils avaient juste 5000 backers de plus. Et c'était que des pledges à 1$. Donc c'était quand même extrêmement étrange. Bon, le problème, je ne sais pas si c'en est vraiment, mais est réglé en tout cas maintenant. Ils n'ont plus que 1284 backers. Voilà, pour ce petit épisode un peu étrange, un peu loufoque de la campagne. On va pas faire de jugement un petit peu hâtif. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'était bizarre, quoi, on va dire. Mais ceci dit, ça ne retire rien à l'attrait que le jeu peut avoir, parce que vraiment, je le trouve très très cool. Visuellement, il est très beau, même si on verra un peu plus bas qu'il y a quelques petites illustrations qui font penser que de l'IA peut-être. Alors de toute façon, ils l'ont dit, il y a de l'IA. C'est écrit quelque part plus bas, je ne sais plus exactement où. Ouais, c'est ici, Our Art. Ouais, ils utilisent donc des artistes maison qui eux-mêmes utilisent l'IA pour faciliter, accélérer le processus de travail. Ce qui se fait de plus en plus en réalité, avant de retravailler le tout. Il y a juste une ou deux illustrations qui semblent ne pas encore avoir été peaufinées suffisamment, on va dire. Mais bon, on s'en fout. Continuons. Ça, on en parlera plus tard. Les mécaniques. J'aime bien quand les campagnes proposent un petit chart comme ça, avec les différents mécanismes dans le jeu. Ça, c'est cool, ça facilite mon travail. On aura donc des événements inspirés de l'histoire de l'Empire byzantin qui vont être un ingrédient à part entière du jeu et qui va avoir un impact prépondérant. Ensuite, on aura du engine building, c'est le fameux tableau building que je mentionnais tout à l'heure, mais effectivement, oui, c'est du tableau building qui devient de l'engine building. De la gestion de main, de l'action, enfin de la sélection d'actions, bribing, donc là c'est, on va dire, pas du chantage, des pots de vin en gros. On va donner des pots de vin à nos adversaires pour faire des marchés qui vont être très temporaires. Il va y avoir de la trahison, bien évidemment, dans le jeu. Il y aura aussi du draft, il y aura du pari, il y aura des points de victoire cachés, etc., etc. Bref, il y aura quand même beaucoup de mécanismes entremêlés pour vous proposer un jeu extrêmement stratégique, avec beaucoup de take that, donc attention, si vous n'aimez pas trop les moves un petit peu hate draft ou prends ça dans ta tronche, pas forcément un jeu pour vous, il y aura beaucoup d'interactions négatives. Et c'est un jeu plutôt orienté gamer, donc on va dire un jeu plutôt expert, on va dire. Expert qui va pouvoir devenir encore plus expert si vous prenez l'extension, qui d'ailleurs est gratuite durant la campagne, sous certaines conditions, qui va rendre le jeu encore plus expert, semble-t-il. Ensuite, continuons. Alors, on met en avant quelques-uns des composants. Ça, c'est un truc important. C'est qu'en fait, vos factions vont être des conseillers de l'empereur Justinien, si mes souvenirs sont bons. Alors, de l'empereur de l'époque. Donc, chaque faction sont appelées des dimoi. Et donc, vous allez avoir des choix entre comment dirais-je, certains événements qui vont venir s'offrir à vous au début de tour. Vous avez le choix de proposer telle ou telle issue à un problème, à une problématique en tout cas posée à l'empereur, et vous allez pouvoir influencer les décisions de l'empereur, sachant que vous allez pouvoir gagner des points, mais aussi perdre des points, si ça se passe mal pour vous. Et ça peut être très très chiant, mais super intéressant également. Ensuite, vous aurez donc le draft de cartes que vous voyez ici, qui vous permettront ensuite de comboter dans votre engine building, de tableau building. Vous allez poser des cartes qui vont vous proposer une action instantanée, et ensuite vous allez faire des freezes de cartes en laissant apparente la partie droite avec les petites icônes qui, elles, vont vous donner des ressources au fur et à mesure. Les événements, on en a parlé. Alors les événements avec donc
Si vous ne réussissez pas, si vous participez moins que les autres, vous allez perdre des points, et si vous participez plus, vous allez gagner des points par exemple aussi. Donc toujours ce côté un petit peu intéressant de mettre des ressources pardon, un petit peu cachées, en espérant qu'on fournisse plus de ressources au projet que les autres, mais en gardant aussi pour les prochaines actions. C'est super intéressant. Vous aurez chaque tour aussi des initiatives qui vous donneront plus ou moins de ressources également, mais ça changera aussi votre ordre dans le tour. Ensuite, bon, on continue, on parle beaucoup de trahison, on le voit ici, ils font d'ailleurs une allusion à Game of Thrones avec le Red Wedding, le mariage sanglant, le mariage ensanglanté, je ne sais plus. Il y aura beaucoup de trahison, semble-t-il. Beaucoup de why back now, on va dire, voilà, c'est ça, why back now. Pourquoi backer maintenant? Parce que vous aurez un petit peu de discount, vous pourrez aussi récupérer à Essen gratuitement. Vous aurez l'extension Tactica qui va transformer le jeu en jeu expert plus, on va dire, gratuitement durant la campagne de GameFound, ce genre de choses-là. Alors, est-ce que c'était là? Ouais, c'est là. Ça aussi, d'ailleurs, c'est Nix qui me l'a fait remarquer. Mais comptez bien les doigts de ce monsieur. Bon, nous, on en voit 6. Ou alors, il a une bosse bizarre ici. Mais a priori, sur les deux mains, je crois qu'il a 6 doigts. Donc bon, l'IA pour faciliter le processus, etc. Pourquoi pas? Ça se débat, ça se discute. Mais il faut que le travail soit quand même fini à la fin, quoi. Je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, passons peut-être au niveau de pledge. Je passe sur le reste du gameplay. On voit ici les différentes frises avec les icônes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il y aura forcément l'aspect un petit peu contrôle de territoire aussi. Les différentes factions qui sont mises en avant ici. On imagine forcément un petit peu d'asymétrie, mais j'ai pas poncé le sujet. Il y aura aussi un mode solo, bien évidemment. Il y aura aussi une vidéo de Head to Game, éventuellement pour ça, ça pourrait intéresser, une vidéo francophone sur le jeu, ça fait plaisir. Généralement, il y a aussi Pug Meeple, je crois, qui fait des vidéos sur les jeux de cet éditeur-là, mais je me souviens pas en avoir vu pour ce coup-ci. Masse de miniatures dans tous les sens, bien sûr, avec du très beau matos en général, hein, ils font quand même très bien le boulot. Depuis Dark Blood, on a droit à des jeux vraiment visuellement attrayants. Ensuite, bon, on va passer directement aux rewards parce que c'est quand même, ça commence à faire un petit peu long. Le pledge de base, Strategos, il est à 69 €. Vous avez ensuite un pledge à 109 qui est celui qui est vraiment mis en avant. C'est le Autocrator pour les followers. Donc attention, vous avez Autocrator et Autocrator pour followers. Parce qu'en fait, si vous suiviez la campagne avant son lancement, bah, vous avez différents avantages, différents petits tokens d'appréciation qui vous sont transmis par l'éditeur. Et donc vous aurez accès à des trucs à moins cher, on va dire, puisque en fait vous aurez le tapis de néoprène par exemple, je crois, gratos. Ça, le tapis de néoprène gratuit. Et peut-être les pièces de métal aussi, je ne sais plus. Alors que le Autocrator non follower, donc pour ceux qui ne suivaient pas la campagne au demeurant, au préalable, à 139 €, ils auront plus ou moins la même chose avec le playmat, mais qui du coup, lui, sera payant cette fois-ci. Et donc les pièces de métal, non, elles sont ni là, ni là. Je pense qu'il faut les prendre en add-on directement. Mais il y avait une condition pour les avoir gratos, un peu plus haut, je ne l'ai pas mentionné, mais je m'en souviens pas. 25 € en tout cas pour les pièces en métal qui sont d'ailleurs très cool, très jolies. Voilà, je vais pas passer trop de temps supplémentaire là-dessus. Sachez juste que l'extension gratuite durant la campagne va elle aussi ajouter encore plus de complexité au jeu, semble-t-il. On est parti pour une livraison en octobre prochain, d'où le retrait à Essen gratuitement si vous pouvez y assister. Ensuite, les frais de port pour le Canada, 29 €. Pour l'Union Européenne, en tout cas pour la France, la Belgique, mais également Monaco par exemple, Luxembourg, 19 €. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, c'est 39 € de frais de port. Et c'est à peu près tout pour Bedention. 1300 backers on arrondit, 180 000 € d'engrangés 13 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Ra the Dice Game, Rhinelander et The Six of Eight, plus une collection de nouveaux jeux en import. Donc c'est la nouvelle campagne de 25th Century Games. Eux aussi, depuis 1 an et demi, 2 ans, eux aussi se sont lancés dans les campagnes avec 3 jeux. Et du coup, ils s'en sortent pas trop mal. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt Allplay qui faisait ça très bien. Un petit peu Bitewing Games de temps à autre, mais moins bien. Et 25th Century, ça leur réussit plutôt pas mal récemment aussi. Et donc, récemment, ils avaient proposé une nouvelle édition de Ra. Voilà, ici,
Pharaoh Edition, donc une édition deluxe de Ra, un grand classique de Ra Inner Knizia. Et puis ça avait très très bien marché, ma foi. Ils avaient eu quoi, 3000 backers, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Oula, même bien plus, 8300. Bon, ça remonte un tout petit peu en même temps, hein, j'avais un peu oublié, c'était septembre 2024, on peut pas se souvenir de tout. Mais 8300 backers, ouais, je pensais pas autant. Donc un grand succès. Ils avaient refait une campagne avec beaucoup de jeux, mais là c'était que de l'import pour le coup. Ils avaient refait encore une double campagne avec Observatory et Stargazers qui avait quand même moins bien marché, soyons honnêtes. Et donc ils reviennent encore avec Ra, mais cette fois-ci Ra The Dice Game, donc version jet de dés dans tous les sens, cette fois-ci, tout en conservant la thématique, la direction artistique de Yann O'Toole, ça aussi, un gros point fort. Et il en va de même d'ailleurs pour Rhinelander, autre jeu de Knizia réédité, autre jeu de Knizia avec Yann O'Toole au pinceau. Donc nouvelle version, revue et modifiée pour ce qui est de la DA, avec l'excellent Yann O'Toole, ça fait toujours très plaisir de voir des illustrations de cet illustrateur de renom, qui fait généralement du très beau boulot. Et par contre, ce n'est pas lui qui est derrière The Six of Eight, c'est une autre illustratrice, je crois. Donc 1283 contributeurs pour l'instant, 56 000 € d'engrangés, c'est largement financé, 14 jours avant la fin de la campagne. Donc Rhinelander, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais jeu de Reiner Knizia, c'est une réédition avec une nouvelle palette graphique, une nouvelle direction artistique de manière générale. C'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes, 12 ans et plus, un jeu avec de la baston dans tous les sens. Ensuite, Ra The Dice Game, 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, on reste sur des jeux relativement contenus en termes de durée de partie, 10 ans et plus cette fois-ci. On va couvrir 1500 ans d'histoire égyptienne à travers différentes dynasties, on va chercher à étendre notre pouvoir et notre prestige, on va dire, en influençant les différents pharaons, en construisant des monuments, en faisant de l'agriculture sur les bords du Nil et en faisant avancer notre civilisation, tout ça pour l'honneur et la gloire du dieu Ra. Et puis donc finalement The Six of Eight, qui est un jeu de plis avec apparemment une timeline, avec une succession de reignes qui vont en fait à chaque nouveau règne offrir un nouvel atout, on va dire. Et ça c'est pour 3 à 4 joueurs, 15 à 60 minutes et 8 ans et plus. Et puis après, récemment, comme Allplay aussi d'ailleurs, ils font aussi dans l'import de jeux étrangers. Et donc dans cette campagne, on aura Pulitzer, on aura Yeti Snack, Beer McDice, Orbita, Phantom of the Opera, Hits and Outs et Crap Cup. Pour le coup, on a de la Orbita et Phantom Opera, deux jeux de Geo Neal, qui était l'auteur coréen de... comment ça s'appelait déjà ah bah si, c'était Dr. Jekyll et Jekyll and Hyde, le jeu de pli en duel 1 contre 1. Et du coup, d'ailleurs, c'est un peu la même chose, Phantom of the Opera, c'est aussi un jeu de pli pour 2 joueurs. Et Orbita, c'est aussi pour 2 joueurs, d'ailleurs, je crois, mais je pense pas que c'était du pli. Hits and Out, pour le coup, c'est un jeu japonais que j'ai, parce que l'éditeur est un client de l'agence pour laquelle je bosse, jeu de baseball, très court, essentiellement basé sur du guessing. En réalité, on va essayer de déterminer où notre joueur adverse a caché la balle sous les 4 bases pour essayer de faire des strikes. C'est marrant, mais c'est pas mon type de jeu fondamentalement. Orbita, c'est très joli par contre. Phantom of the Opera, j'aimerais bien tester un de ces jours. Pour le reste, je connais finalement très peu, donc ça me dit rien de particulier. Un petit peu plus de visuel sur Rhinelander, avec le plateau que l'on voit ici, les différents éléments de gameplay, les composants. Pour le coup, visuellement, je trouve que le plateau est pas très joli. Alors, il y a la patte de Yann O'Toole, et du coup, ça le rend quand même un peu classe, mais le plateau, je suis pas hyper convaincu, je trouve ça pas très classe. Par contre, les composants sont très clean. Ensuite, on avait donc Ra, qui est ici, le Dice Game, avec donc le petit plateau, les quelques dés que vous voyez ici, c'est beaucoup plus contenu en termes de composants que Ra, le jeu de base, mais avec un gameplay qui, j'imagine, est très bon aussi, en tout cas, c'est du Knizia. Il a fait tellement de jeux qu'il y a forcément des jeux moins bons que d'autres, mais celui-là a plutôt une bonne presse en règle générale, et il court sur le succès de la campagne précédente de Ra, donc a priori, j'aurais plutôt tendance à avoir confiance, mais bon, j'ai pas testé le jeu précédent non plus, donc à prendre avec des pincettes. Et donc, The Six of Eight, le fameux jeu de pli avec des atouts qui vont changer en fonction de la reine actuellement au pouvoir, on va dire. Je suis pas un grand expert de jeu de pli, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'amateurs de jeux de pli finalement dans la communauté des ludistes.
Je n'en fais pas trop partie, même si j'en découvre petit à petit qui me plaisent plutôt pas mal, donc ouais, à suivre. Vous me direz ce que vous en pensez de cette campagne. Les pledges, on les a vus brièvement un peu plus haut, mais en gros, vous avez 10$ pour The Six of Eight, ensuite pas mal de jeux entre-temps pour les imports qui sont aussi très très peu chers, et je vais me limiter aux jeux qui font l'objet de cette campagne, Rather Dice Games qui lui est à 25$, et Rhinelander qui lui est à 40$. Et pour ce qui est des frais de port, assez rapidement, c'est ici que ça se passe. Pour le Canada, mais également pour la France, ou encore la Belgique d'ailleurs, c'est 15$. Mais ça c'est 15$ pour un jeu ou pour n'importe quelle quantité de jeux. Comment ça se passe? Je regarde un petit peu ici. Single price shipping for all games shipped to the same address. C'est pas hyper clair, mais est-ce que c'est un seul prix quelle que soit la quantité ou un seul prix pour chaque jeu? Est-ce que ça s'ajoute? Est-ce que c'est cumulatif? Pas hyper clair. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, ce serait 30$. Ça rend vraiment moins intéressant pour le coup. 30$ de frais de port. Bon, j'étais pas de base très intéressé par la campagne, mais quand même. Voilà donc pour ce qui est de The Dice Game, Rhinelander et The Six of Eight, plus tous les imports. Pour l'instant, on n'est qu'à 1300 contributeurs, 56 000€ d'engrangés, 14 jours avant la fin de la campagne. Le nouveau projet de Salt and Pepper, l'éditeur espagnol, qui nous propose toujours des jeux dont la DA me parle beaucoup, et plusieurs jeux que j'ai failli backer d'ailleurs. Hein. Ils avaient commencé par Resist, qui avait une très belle DA, un auteur de renom derrière, The Hunt, Witchcraft, qui était une sorte de version améliorée de Resist, j'ai l'impression, Conservas, Operation Barclay, qui avait une très belle DA, qui avait beaucoup moins marché pour le coup, Onoda, qui était assez tentant, parce que bon, thématique japonaise, hein, ce fameux soldat paumé dans les Philippines, si mes souvenirs sont bons, dans la jungle, qui croyait pas à la défaite du Japon et qui restait sur son île à faire de la résistance tout seul pour une guerre déjà terminée pendant des années. C'était ridicule, mais c'était une figure un peu héroïque, on va dire, malgré tout. Abemus Papam, pour lequel je m'étais enfin laissé tenter. J'avais failli backer Resist, Witchcraft, Onoda, sans jamais y aller. Et puis Abemus Papam, thématique perché, promesse de gameplay intéressant, j'y étais allé, ça avait bidé chez nous. Ça n'avait pas marché dans notre groupe de joueurs, même si la proposition était intéressante, on était passé un peu à travers. Ensuite, complètement, comment dirais-je, c'est un truc qui sortait complètement de leur catalogue jusqu'à présent, de Voynich Puzzle, dont on voit de plus en plus de retours suite à Essen. J'ai vu Geeklet en parler pas mal. On voit des retours très... pas mitigés, mais clivants, on va dire, que le jeu semble plaire beaucoup à certains joueurs et déplaire pas mal à d'autres. J'ai pas vu d'avis très médian, on va dire. Mais ouais, Voynich Puzzle, un jeu qui a l'air d'être assez intéressant. Ensuite, non, Glasgow Train Robbery, c'est pas encore, c'est pour bientôt, mais c'est pas encore, il a l'air d'être très joli aussi. Mais entre-temps, il y aura donc Queen of Spies. Queen of Spies qui nous plonge dans la Première Guerre mondiale en Belgique, où une espionne va tenter de, par ses petits moyens à elle, mettre fin en fait à la guerre tout simplement, au conflit, avec différentes missions qui s'offriront à vous. Pour l'instant, on est à 18 000€ d'engrangés, c'est financé, 725 backers après 3-4 jours de campagne, c'est plutôt pas mal, 33 jours avant la fin de la campagne. C'est du jeu uniquement solo, avec différents scénarios que vous pourrez parcourir, qui sont rejouables, hein, ceci étant dit, c'est pas une campagne qui, une fois terminée, vous pouvez passer à autre chose, non, c'est une campagne qui est rejouable, et pour des parties d'environ 60 minutes, c'est essentiellement un jeu de gestion de main, essentiellement, il n'y a pas que ça, mais c'est essentiellement ça, avec de l'exploration, avec de la gestion un petit peu de vos ressources, on pourrait presque dire. C'est l'œuvre de David Thompson, donc auteur de renom. J'ai parlé tout à l'heure dans un autre projet de Chant d'honneur. C'est l'un des auteurs de Chant d'honneur notamment, ou encore de Undaunted, donc Inflexible, la série des Inflexibles, Normandie, Afrique du Nord, je sais plus quoi. Avec cette fois-ci Liz Davidson, qui est une podcasteuse, youtubeuse, je crois, anglophone, qui fait beaucoup de solos, et donc qui participe à la création de son premier jeu. Donc lui aussi en solo. Et donc Belgique, espionnage, solo, 20 à 60 minutes de la partie, avec différents scénarios, avec différentes missions qui vont s'offrir à vous. Pour le reste, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand même plutôt orienté
gestion de main, un petit peu gestion de ressources, gestion du timing aussi beaucoup, avec une très très belle DA. C'est pas, c'est pas le jeu qui m'intéresse le plus du catalogue de Salt and Pepper, mais j'avoue qu'il a pas mal de charme, ne serait-ce que visuellement. On vous parle ici de aller envoyer vos espionnes sur des missions en fonction des codes couleurs de telle ou telle carte avec les missions qui vont avec. Ensuite, gestion du temps, du timing au moment de résoudre ces actions. Et donc compléter des missions en fonction de certains prérequis notamment. Sachant qu'il y aura un aspect de push your luck, vous allez tirer des jetons dans un sac, mais dedans il y aura aussi des troupes adverses qui pourront potentiellement vous envoyer en prison, et après il y aura une gestion des interrogatoires, notamment en prison, qui pourront potentiellement très mal finir aussi. Le jeu, comme d'habitude avec Salt and Pepper, est très accessible aussi financièrement. On parle d'un pledge à 23€, et c'est tout. Après c'est des pledges groupés ou des pledges boutiques on va dire, mais c'est un jeu encore une fois très abordable, malgré des composants assez clean encore une fois. Pas de règles en français, ça c'est un tout petit peu dommage, mais ceci étant dit, la majorité des jeux précédents de Salt and Pepper étaient, je crois, édités en français par Matago, si je ne me trompe pas. Les frais de port, pour la France c'est 12,20, pour le Canada 20,30, pour l'Union Européenne, autre que les pays déjà cités, c'est 14 à 30, et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait 10 à 15€ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Queen of Spies de Salt and Pepper, 725 contributeurs, 18 000€ d'engrangés. C'était le dernier plat principal de la semaine. Il nous reste à couvrir 2 jeux de dessert cette semaine. Lesquels sont-ils? On le découvre tout de suite ensemble. C'est parti donc pour les 2 desserts de la semaine, le premier étant donc celui qui est désormais sous vos yeux, à savoir Everdell Emerald. Everdell encore, me direz-vous? Et oui, Everdell encore et toujours. Quatrième opus de Everdell. Alors on avait déjà vu Everdell premier du nom, celui qui avait fait un peu connaître l'éditeur Starling Games à l'époque. Ensuite, on a vu la première déclinaison avec Far Shore, qui était beaucoup moins jolie, qui était vraiment pas très différent de Everdell premier du nom, même s'il y avait quelques petites modifications, ajustements de gameplay qui étaient pour certains bienvenus d'ailleurs. Ensuite, on avait eu du coup, comment s'appelle celui avec la neige? Spirecrest, ça c'est l'extension du jeu de base. On va aller les retrouver dans les projets précédents de l'éditeur, du coup ce sera plus rapide. Voilà, c'est ici, Silverfrost. On avait même eu, c'est vrai, Everdell Duo, donc on pourrait même dire que c'est la 5e mouture. Mais bon, Everdell Duo c'est quand même un jeu un petit peu à part, bien que je ne serais pas étonné non plus qu'on l'intègre en fait à la grande catégorie des déclinaisons de Everdell. Et donc, 4e ou 5e, selon comment vous voyez les choses avec Everdell Duo. On a donc cette 5e campagne de Everdell avec Emerald. Alors, à partir de quand trop de Everdell sera donc trop de Everdell ou à minima, en tout cas, à partir de combien d'épisodes on pourra juger que là, c'est bon, c'est marre, arrête de traire les vaches laitières. Voilà, parce que bon, on est d'accord que Everdell, donc Far Shore, ou même celui que je viens de mentionner juste avant, mais que j'ai déjà oublié entre-temps, avec la neige, vous voyez de ce dont je parle, ou encore même Duo, c'est fondamentalement quand même le même jeu. Soyons tout à fait honnêtes, c'est un jeu de placement d'ouvriers, on va dire initié, hein, c'est pas du jeu expert, avec quelques petits twists par-ci par-là certes, mais c'est fondamentalement le même cœur de gameplay, et du coup, ils nous mettent toujours des petits twists par-ci par-là qui révolutionnent pas grand-chose, qui renouvellent un petit peu certes l'expérience, qui va toujours un petit peu pomper par-ci par-là sur des extensions du jeu d'origine en plus. On voit que pour Frost machin là, le dernier, il réutilise en gros une partie de l'extension Spirecrest pour le coup du jeu de base avec les gros animaux, les gros critters. Ils ajoutent aussi la neige par-dessus qui effectivement est un petit ajout assez intéressant, ok, mais c'est pas révolutionnaire. Là pour le coup avec Emerald, qu'est-ce que c'est que ce petit twist qu'on nous propose comme dans chaque épisode de Everdell? On va le voir assez rapidement. En tout cas la recette marche toujours aussi bien, donc ils auraient tort de se priver. On est presque à 4000 contributeurs d'ores et déjà, 12 jours avant la fin de la campagne, et près de 400 000 € d'engrangés.
Et donc le petit twist de Emerald, eh ben, il se situe essentiellement au niveau des cartes, puisque cette fois-ci les cartes elles seront, comme vous le voyez ici, double face. On va pouvoir faire évoluer nos petits critters, nos petites créatures qui vont donc peupler notre village, puisque cette fois-ci on part dans l'ouest de l'univers de Everdell, vers un côté un peu plus jungle on va dire, de l'univers de Everdell. C'est toujours pour 1 à 4 joueurs, il y a toujours un mode solo, c'est pour environ 30 minutes la partie par joueur autour de la table, donc on va dire encore une fois entre 60 et 120 minutes la partie, et c'est pour du 10 ans et plus. Ouais, ça me semble être relativement abordable, c'est effectivement un jeu, encore une fois je le répète, initié, mais pour ce qui est d'un jeu de placement d'ouvriers, c'est quand même très abordable, c'est relativement straightforward, comme diraient les anglophones, c'est accessible encore une fois. Alors pour le reste, on nous présente aussi un détail important, c'est que à chaque épisode de Everdell, un illustrateur ou une illustratrice différent. Cette fois-ci, on aura les deux, puisqu'on aura un illustrateur et une illustratrice, à savoir le fameux Mr. Cuddington, parce que oui, c'est Mr. Cuddington, mais en fait, c'est un couple. Il n'est pas tout seul, c'est un couple qui est assez célèbre. On les a connus notamment pour la couverture de Brass Birmingham à l'époque, ou Lancashire, je mélange toujours un petit peu les deux. Non, c'était Birmingham, si mes souvenirs sont bons. Bref, quoi qu'il en soit, il fait toujours de très très beaux boulots. C'est aussi lui qui était en charge de Tidal Blades, par exemple. Bref, beaucoup de jeux très très jolis. Ensuite, cette fois-ci on aura un temple, on pourra aller découvrir des trésors cachés qui vont être assez game changer là pour le coup. On va pouvoir choper des points, des petits bonus temporaires ou comment dire, immédiats également. Le cœur de ce gameplay, le changement radical on va dire, si radical il est, ces cartes qui vont vous amener en fait à faire évoluer vos personnages, vos petites créatures en cours de partie, et ça c'est assez intéressant. On voit aussi que la, comment ça s'appelle en français, la vallée, je sais pas, la meadow comme on dit en anglais à l'origine, est beaucoup plus petite que d'habitude. En général, on a bien quoi, 8 ou 10 cartes, je sais plus, 8 cartes, ouais 8 cartes je crois, donc c'est pas beaucoup plus petit en vrai, c'est 6 cartes au lieu de 8, donc c'est pas beaucoup plus petit, mais elle a été un petit peu rabotée, un petit peu diminuée. Ensuite, les différents emplacements d'ouvriers, bon ça, comme d'hab, ça ne change pas beaucoup. On aura aussi des missions, comme d'habitude, également. Et puis, donc, le petit Jungle Ruin, donc les ruines dans la jungle, où on va pouvoir choper différents types de bonus. Ensuite, les créatures et les bâtiments, les lieux que l'on va pouvoir construire dans sa petite cité, comme à l'habitude. J'ai envie de dire ça comme à l'accoutumée, il n'y a pas vraiment de changement à ce niveau-là. Il y aura aussi des jets de dés pour déterminer les ressources qu'on va pouvoir obtenir. Ça aussi, petite originalité par rapport à d'habitude. Un petit peu plus de aléatoire, on va dire, par rapport à d'habitude aussi. Vous aurez bien sûr une version boutique, on va dire, tout ce qui est de plus classique, avec des éléments en carton, hein, pas de grande originalité là-dedans. Et puis bien sûr la Collector's Edition, où là vous aurez de la deluxification pour toutes les ressources, qui seront du coup un peu plus saillantes visuellement, on va dire. Ensuite, un petit présentation des différents composants, bon c'est pas très intéressant. Les composants du solo mode, on aura aussi une petite automa qui nous permettra d'affronter donc le Professor Koto Fix Smash, ouais ça, Fix Smash. Ensuite, les pledges, alors on a un pledge de base à 40$, c'est quand même très accessible pour le coup. Ensuite, un pledge à 69$, c'est la fameuse édition collector avec les composants un petit peu deluxifiés, surtout les ressources. Ensuite, à 115$, on a aussi tous les petits inserts pour les ressources, on va dire. C'est essentiellement visuel, ça aide pas tellement au rangement, mais c'est vrai que ça présente beaucoup mieux. Et puis également les ruines de la jungle en bois et non plus en carton, donc un peu plus résistant, on va dire, sur le long terme. Par contre, une fois que c'est monté, je pense qu'à démonter, à remonter à chaque fois, ça va être une galère. Donc je pense que ça va rester monté. Et ensuite à 150, on a le Emerald Emissary, donc c'est la même chose, mais avec une sorte de poster, d'artwork, on va dire, de Mr. Cuddington, ainsi qu'une peluche de Capybara. Ouais, c'est mignon, mais sans plus. On a un pledge à 250 avec le Map Maker. Là, on a donc Emerald, Farshore et Silver Frost, donc les trois nouvelles moutures, les trois déclinaisons, on va dire, principales de Everdell jusqu'à présent. À 350, vous avez le World Traveler avec donc tout Farshore, tout Silver Frost, tout Emerald. Ça commence à piquer un petit peu.
Et on en arrive au So Much Everdell, 555$ pour la totale. Donc tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ainsi que la version collector ultime de Everdell, toute extension incluse. Donc là, ça commence à faire quand même assez chéro, vous en conviendrez. Hein, on est plus ou moins sur le PIB du Tadjikistan. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, ou on compte moins bien. Et c'est le cas de Xavier. Xavier est très fan de Everdell. Il a Everdell, Everdell Duo, Farshaw qu'il a vendu puis racheté, Silver Frost également, donc j'ai pas trop de doutes sur la potentialité d'un achat d'un bac sur Emerald. À mon avis, vu la collectionnite aiguë dont il souffre, je serais plus étonné qu'il ne le back pas qu'il ne back en fait, simplement. Voilà donc pour le how to play, je n'ai pas vraiment besoin d'expliciter plus que ça, hein. C'est du Everdell mais avec des cartes double face, on va pouvoir faire évoluer nos personnages. On aura aussi, c'est vrai, des petits assistants qu'on pourra envoyer également en cours de partie pour, eh bien, comme leur nom l'indique, assister nos ouvriers principaux, mais on pourra aussi les envoyer pour faire évoluer nos cartes par exemple. Donc voilà, quelques petits ajouts de gameplay également au niveau des assistants. C'était un petit peu similaire déjà dans Frost, je sais plus quoi, je l'oublie à chaque fois que je le vois pourtant. Un peu dans le même genre des patins, en fait, ils avaient des raquettes pour marcher dans la neige, et ça leur permettait d'aller visiter des emplacements déjà occupés par des ouvriers d'autres joueurs. Donc c'est un petit peu similaire à ça, on va dire, un petit peu plus de flexibilité au niveau du placement d'ouvriers en gros. Pour ce qui est du shipping, le Canada, ça va de 19 à 94 dollars de frais de port. Pour l'Union Européenne, 24 à 109. Après, le 109, le 94, c'est quand vous prenez la totale. Donc effectivement, il y a beaucoup de matos. Pour le reste de l'Europe, donc par exemple nos amis suisses, 25 à 119. Et pour nous au Japon, 35 à 165 dollars de frais de port. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant ce nouvel épisode de Everdell, à savoir donc Emerald. Pour l'instant, ça marche toujours aussi bien, donc ils auraient tort de ne pas continuer sur leur lancée. La question étant, et vous me répondrez en commentaire, combien d'épisodes de Everdell vous entrevoyez dans les 5-10 années à venir? Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Allez, moi je vais dire, on arrivera à 6 easy à mon avis. Mais enfin en vrai, il faudra demander à Xavier, parce que dans le premier Everdell, il me semble qu'il y avait une présentation de la carte du monde d'Everdell avec les différentes régions de cet univers, et du coup, en regardant un petit peu la map, j'imagine qu'on a déjà quelques petits indices pour les différentes régions qu'on va être amené à explorer à l'avenir. Peut-être même qu'ils ont déjà dévoilé un chiffre, je ne sais pas. Je n'ai pas backé jusqu'à présent de Everdell. J'aime beaucoup la gamme des Everdell, mais Xavier a tout. Je me sens pas non plus je me sens pas le besoin d'aller backer, même si vous le voyez, hein, maintenant j'ai My Little Everdell, qui est une déclinaison un petit peu différente. Je pense pas qu'on puisse l'intégrer à la série d'Everdell, parce que c'est plutôt orienté donc enfant, première découverte de jeu de placement d'ouvrier, on va dire quoi. Voilà donc pour Everdell Emerald, 3800 backers, 12 jours avant la fin de la campagne. Et on termine ce menu par un autre segment qui va être relativement court, même s'il s'agit d'un dessert, puisque Dragon Eclipse, ça vous dit forcément quelque chose. C'est un jeu dont on avait déjà parlé dans le crowdfunding pour sa première campagne sur GameFern en réalité. Et ça fait pas si longtemps de ça fait peut-être environ 2 ans, un petit peu moins de 2 ans peut-être, pour Dragon Eclipse, jeu de base. Et on revient sur GameFern pour cette fois-ci The Grand Quest, qui bien sûr est un standalone. Vous pouvez le jouer tel quel sans avoir besoin de Dragon Eclipse. En vrai, on sait que c'est pour les primo-backers, enfin pour les primo-backers, pour les backers de la première campagne de Dragon Eclipse, pour aller enrichir leur collection parce que le jeu a de très bons retours, et aussi pour attirer ceux qui n'avaient pas backé durant la campagne parce qu'ils ne connaissaient pas le projet, ou parce qu'ils s'étaient retenus, ou parce qu'ils l'ont backé puis annulé. C'est mon cas. Je pense qu'en gros, il n'y a pas grand monde qui va backer seulement The Grand Quest s'ils n'ont pas déjà Dragon Eclipse. Mais je me trompe peut-être, hein. Mais en gros, oui, standalone, jouable seul, ou en extension de Dragon Eclipse premier du nom. C'est bien sûr disponible en français, comme c'était déjà le cas à l'époque pour Dragon Eclipse premier du nom. Et ça marche plutôt bien, même si je m'attendais honnêtement à un petit peu mieux que ça. On est à 4500 backers, près de 900 000 € non rangés, donc vraiment, ça marche très bien, soyons honnêtes, 17 jours avant la fin de la campagne, il n'y a pas de souci à se faire pour eux, mais vu le résultat de la première campagne et les retours d'expérience sur le jeu, qui sont généralement plutôt très positifs en règle générale, je m'attendais
a un résultat beaucoup plus conséquent. On va juste aller voir pour se rappeler un petit peu. C'était ici, à l'époque, voilà, ils avaient fait 22 600 backers, c'était incroyable. 5 835 000 dollars d'engrangés. Alors certes, c'est pas uniquement sur la campagne, il y avait aussi le late pledge, le pledge manager, etc. Donc effectivement, au compte-gouttes, on va forcément progressivement arriver sur des scores plus conséquents. Ce sera certainement le cas avec la nouvelle extension slash standalone qui est donc The Grand Quest. Mais je pense pas qu'on atteigne un si gros score malgré tout. Donc bon, on verra bien. Et donc les retours sont très positifs sur Dragon Eclipse, donc il y a beaucoup de gens qui attendent bien sûr The Grand Quest. Sachez que même si c'est un standalone, il est aussi pensé pour être joué donc à 1 et 2 en duel. Je crois que c'est une boîte différente, si mes souvenirs sont bons, on ira checker plus tard. Mais pour l'instant sur BGG, il a une note de 8.5 de moyenne. Bon, il a été réceptionné il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être qu'il faut encore quelques mois avant de vraiment voir une note qui a un peu plus de, comment dirais-je, de recul, d'expérience, on va dire. Mais globalement, les retours sont plutôt très très positifs jusqu'à présent, encore une fois. Les miniatures n'y sont pas pour rien, l'univers est de manière générale assez magnifique, il faut y reconnaître, la DA est très 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 belle. On est sur un jeu qui nous rappelle un petit peu des émotions de Pokémon, on va dire. On va capturer des dragons de divers types, on en voit quelques-uns ici. Qui vont être amenés à évoluer en cours de partie. On a une campagne sur le long cours, mais aussi un mode 1 contre 1, aussi un mode solo contre un bot, on va dire. Donc il y a plusieurs modes de jeu qui, semble-t-il, ont su ravir les backers de la première heure. C'est-à-dire qu'on voit ici certaines de ces miniatures peintes, alors par l'équipe de Awaken Realms ou par des joueurs quelconques, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'elles sont très très classe. Les miniatures, une fois peintes, elles sont particulièrement jolies. On parle de grandes aventures, mais également de combats tactiques avec différentes tuiles sur lesquelles on va pouvoir évoluer. Il y aura même des tuiles de terrain pour gêner ou pour avoir un impact direct sur le gameplay. Et puis cet aspect aussi CAG, qui je crois est un terme qu'ils ont inventé pour ce jeu, le Collectible Adventure Game, un jeu de collection d'aventures, avec vraiment des cartes magnifiques, encore une fois, avec beaucoup de cartes en foil, avec cet aspect un petit peu de holographique, on va dire. C'est toujours très très joli. Ensuite, Why Back Now, on s'en fout un petit peu. Two Games, One World, on souligne à nouveau le fait que c'est un seul et même univers, qu'il s'agit certes d'un standalone, mais qu'on peut aussi l'utiliser pour du crossplay, avec un nouveau pan de l'aventure, scénaristiquement également. Bien sûr, il y aura toujours des petits cadeaux pour les backers et pour ceux qui reviennent depuis la première campagne également. Mais bon, on va pas parler non plus trop dans les détails. Ça reste fondamentalement le même jeu avec plus de contenu, encore plus d'aventures, plus de dragons dans tous les sens. Donc bien sûr pour ceux qui sont un petit peu dans la collectionnite aiguë, comme Xavier je le disais pour Everdell, clairement là ça va ravir ceux qui ont adoré le jeu et qui vont forcément sentir l'envie d'aller choper les nouveaux dragons, de parcourir l'univers pour encore plus de nouvelles aventures avec un scénario qui semble-t-il a su aussi conquérir le public. Donc ouais, non, le jeu a beaucoup de choses à faire valoir, il est très très beau, il a l'air d'être très cool. Les combats aussi sont l'air d'être assez dynamiques, beaucoup d'asymétrie avec les différents dragons slash Pokémon qu'on va pouvoir en plus faire évoluer, etc. Donc bon, je suis sûr que le jeu est vraiment cool. Je l'avais backé à l'époque, c'est aussi parce qu'il m'avait l'air très très cool. Je m'étais rétracté finalement parce que il était très cher, je pensais pas pouvoir le sortir vraiment en réalité, et puis j'étais un petit peu la victime du FOMO lors de la première campagne, et à tête reposée quelques mois plus tard, je me suis dit, c'est pas un jeu pour moi, et du coup je m'étais fait rembourser. L'édition standard est à 49€, et l'édition spéciale est à 85, donc ils font toujours l'effort de proposer un prix vraiment accessible, peu onéreux pour la version standard. Et puis après, bien sûr, à 85€, vous aurez les miniatures, vous aurez tous les stretch goals, vous aurez du premium foil, donc l'aspect un petit peu holographique sur certaines cartes, l'encyclopédie des Mistlings. Les Mistlings sont les fameux petits dragons Pokémon que vous allez pouvoir capturer et faire évoluer. Et puis la big box, on voit que la boîte est un petit peu différente également. Ensuite, ça rajoute 15 à 20 heures de campagne aussi pour 1 à 2 joueurs, sachez-le. Et puis encore une fois, donc le PVP, le mode 1 contre 1 en duel, que vous pourrez aussi utiliser pour The Grand Quest avec cette boîte supplémentaire. Quelques-uns des petits Mistlings qu'on va pouvoir découvrir dans cette nouvelle extension. Encore toujours des très belles miniatures avec Awaken Realms, on a l'habitude, mais c'est toujours très beau à l'œil. Vraiment, les cartes et les miniatures sont très classe. Je ne vais pas passer trop de temps sur les miniatures,
De toute façon, je pense qu'il n'y a plus grand chose en vrai à rajouter. J'ai dit à peu près tout ce qui était nécessaire pour cette nouvelle campagne. À nouveau, hein, je le répète, c'est plus de la même chose. Donc si vous avez adoré Dragon Eclipse pour la première campagne et son contenu, a priori vous devriez beaucoup aimer également The Grand Quest avec de nouveaux misslings, un nouveau pan scénaristique, etc. Mais si ça vous parlait pas déjà à l'époque, ça ne devrait pas vous parler tellement plus maintenant. Et si vous étiez, comment dirais-je, encore un petit peu hésitant et que finalement vous n'ayez pas baqué, c'est bien sûr cette nouvelle campagne qui va vous mettre encore une fois l'eau à la bouche et peut-être vous faire basculer vers un bac potentiel, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous l'avez baqué lors de la première campagne, si vous comptez le faire pour cette seconde campagne également. Je serais curieux de voir un petit peu ce qu'il en est dans les commentaires de la communauté des Ludovores. Voilà, je continue à dérouler un petit peu la campagne, mais en vrai, comme d'habitude, Wacken Realms nous fait des pages de campagne de 350 km de long, c'est beaucoup trop d'informations, c'est très peu digeste en vrai, mais bon, ça marche toujours malgré tout, hein. Donc on voit qu'il y a énormément de cartes, bien sûr. Petit rappel des niveaux de pledge, pardon. Grand Quest édition standard, 49€ avec les stretch goals. 85, c'est l'édition deluxe avec les stretch goals. Ensuite, on a à 155 la totale de Dragon Eclipse Grand Quest avec la deluxification, le néoprène, machin, etc. Et puis sinon, pour ceux qui arrivent, qui avaient raté ou pas voulu baquer la première campagne et qui regrettent maintenant, il y a aussi ce Pledge Dragon Eclipse Pack. Donc les deux jeux en Special Edition, donc deluxifiés, à 194€. Et puis bien sûr, après, vous pourrez prendre des petits add-on de ci de là, hein, vous les voyez ici, et donc encore plus moyen de sortir quelques petits euros supplémentaires. Voilà, pour le reste, bon il y a masse de vidéos, etc. On va pas non plus passer trop de temps là-dessus. Il me semble que Jeu en carton en a parlé, notamment pour la nouvelle campagne, pour faire un petit peu la présentation détaillée de ce qui est ajouté dans cette nouvelle campagne notamment, et un petit peu une sorte de petit guide des différents niveaux de pledge, me semble-t-il également. Voilà, on passe très rapidement sur le reste pour aller voir directement les frais de port. Alors les frais de port, on a ici le Project Timeline, shipping, voilà c'est ici, ok. Donc le shipping. Comme d'habitude avec Wacken Realms, single wave, split wave, à vous de voir si vous choisissez en une seule vague ou en deux vagues. Si vous prenez en une seule vague, ce sera livré pour la première moitié de 2027, ou sinon vous pouvez prendre Dragon Eclipse en premier, auquel cas vous serez livré dans la seconde partie de 2026, avant de pouvoir recevoir Grand Quest en début 2027. Bien sûr, ce sera plus cher si vous prenez deux vagues différentes. Si vous ne prenez qu'en une seule vague, en Europe ce sera de 18 à 36€ de frais de port, 26 à 48 pour le reste de l'Europe, 24 à 46 pour le Canada. Pour le Japon, on est certainement en zone 2, donc je dirais 45,82. Après, à vous de voir pour le split wave éventuellement, si c'est une option qui pourrait vous intéresser. Voilà, c'est tout pour Dragon Eclipse et ce standalone / extension qui est donc The Grand Quest. Toujours aussi joli, un gameplay qui reste, semble-t-il, sur les mêmes bases que Dragon Eclipse, même si j'imagine aisément qu'ils vont aussi nous ajouter quelques petits éléments de gameplay pour renouveler un petit peu l'expérience. Reste que, encore une fois, hein, je me répète, le score est quand même très loin de celui de Dragon Eclipse premier du nom. Donc ouais, il faudrait explorer un petit peu ce pourquoi le score est un petit peu plus bas qu'escompté, en tout cas ce que moi j'imaginais être un score après 5 jours de campagne. Donc ouais, voilà pour Dragon Eclipse, The Grand Quest, 4800 contributeurs, 930 000€ d'engrangés, 17 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, c'est tout pour ce menu crowdfunding du 7 décembre 2025. J'espère que vous aurez su trouver de quoi vous intéresser, avec quand même quelques projets assez intéressants malgré tout, ne serait-ce que Everdell et Dragon Eclipse, mais même d'autres qui étaient assez intéressants malgré tout dans les plats principaux notamment. Celui illustré par The Miko, que je ne pensais pas être en mesure de m'intéresser, mais finalement les illustrations sont bien plus jolies que ce que je pensais. Bon, c'est très abstrait, ça fait un peu redondant avec Chant d'honneur qu'on n'a pas sorti depuis fort longtemps avec Xavier, donc a priori je vais pas le baquer, je devrais ne rien baquer cette semaine normalement, mais bon on verra bien.
Du coup, sans plus tarder, je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi pour ce nouveau menu crowdfunding. On se retrouve très prochainement. Xavier devrait pouvoir publier dans les jours à venir le patron l'addition de octobre et novembre. On avait eu un mois de retard. Et puis très prochainement aussi quelques vidéos de prototypes qu'on va couvrir sur la chaîne, dont 2 prototypes francophones, français même. Vous en avez d'ailleurs vu un tout à l'heure dans la vidéo que j'ai montré très brièvement, l'aurez-vous reconnu. Sur ce, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et encore une fois, à la prochaine.